À la une de l'actualité de ce soir, Mohamed Ould Abdelaziz, le chef de l'État mauritanien, est arrivé à Dakar ce mardi pour une visite officielle qui prend fin demain. Un dîner est prévu avec son homologue, le président Macky Sall. Demain, les deux chefs d'État se rendront sur l'île de Gorée. Une visite qui ne suscite pas d'engouement chez les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. À leurs yeux, la venue du président Aziz est un non-événement. Omar Gueye s'est officiellement installé à son poste de ministre du Tourisme. La cérémonie de passation de service s'est déroulée ce matin. Omar Gueye salue tout de même les avancées notées dans le secteur sous le magistère de Youssou Ndour. Idrissa Seck quittera-t-il la mouvance présidentielle? La question brûle toutes les lèvres à 24 heures de la réunion de la direction du parti Rewmi. Les analystes politiques, quant à eux, estiment que le divorce est déjà imminent. En sport, Afrobasket 2013, les Lions exigent plus de considération, notamment le paiement de primes d'assurance, mais aussi le remboursement de leurs billets d'avion. Bienvenue, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur la TFM. Je vous le disais en titre, le président de la République islamique de Mauritanie, le général Mohamed Ould Abdelaziz, est en visite officielle au Sénégal. Il a été accueilli ce matin à l'aéroport Léopold Sédar Senghor par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Les deux chefs d'État vont dîner ce soir au Palais de la République. Ensuite, ils iront visiter l'île de Gorée demain et feront une déclaration conjointe. Il a accédé à la magistrature suprême de la République islamique de Mauritanie en 2009 en tant que président élu démocratiquement. C'est Mohamed Ould Abdelaziz. Il est général, il est issu de l'armée. Il est également l'un des acteurs principaux du putsch qui a renversé le président Mouya Ould Sidi Ahmed Taya, c'était en 2005. Il est également l'homme qui a chassé du pouvoir le président Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Qui est l'homme? Son portrait nous est dressé par Aminata Mbaye Fall. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Et puis, cette visite du président Mohamed Ould Abdelaziz, je vous le disais en titre, est un non-événement pour les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal. Pour eux, Mohamed Ould Abdelaziz doit rendre le tablier afin qu'ils puissent, disent-ils, jouir pleinement de leur citoyenneté. Fatou Bintou Konté les ont rencontrés plutôt. La situation des réfugiés mauritaniens va de mal en pis au Sénégal. Ces réfugiés déplorent jusqu'à leur dernière énergie leurs conditions de vie en terre sénégalaise. En Mauritanie, ces réfugiés décrivent leurs dures conditions d'existence. Les Mauritaniens au Sénégal est une situation très difficile, socio-économique. C'est vrai que les réfugiés mauritaniens bénéficient d'aide dans la vallée et en milieu urbain, dans la vallée du fleuve bien entendu. Mais cette aide est insuffisante. Les réfugiés mauritaniens sont confrontés à des problèmes de logement. Au niveau du ACR, jusqu'à présent, nous avons des problèmes avec l'État sénégalais aussi. Par rapport aux documents d'identification, comment pouvez-vous imaginer un événement depuis 1989? Jusqu'à présent, on a encore le problème de l'immatriculation des réfugiés mauritaniens. Donc, ce qui veut donc dire qu'il y a une politique de main basse sur ce dossier pour des raisons qui nous dépassent. Et jusqu'à présent, au niveau de l'éducation, de la santé, les femmes, toutes les femmes et les enfants ont des problèmes. Et nous avons aussi des problèmes avec l'inondation dans laquelle nous sommes actuellement. Et réellement, la situation des réfugiés mauritaniens au Sénégal est toujours déplorable. Et nous la condamnons définitivement. En Mauritanie, ces réfugiés décrivent les dures conditions d'existence de leurs compatriotes qui, en quelque sorte, sont considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Les compatriotes qui sont partis en Mauritanie sont encore des réfugiés dans leur propre pays. La majorité de ces réfugiés, de ces rapatriés n'ont pas de pièces d'identité. Au niveau de l'éducation, de l'assistance, du suivi, rien n'a été fait par ces compatriotes. Et beaucoup parmi ces gens reviennent au Sénégal pour pouvoir au moins faire une autre vie. Donc je peux confirmer que le problème du retour a été un échec, aussi bien pour le gouvernement sénégalais que pour le ACR. Et nous condamnons fortement la situation de ces rapatriés en Mauritanie. Il ne faut pas oublier que ces réfugiés sont des déportés de 1989. Ils ont été expulsés de leur pays. Ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leurs emplois, ils ont perdu leur terre de culture. Et une fois là-bas, ces droits n'ont pas été réhabilités dans leurs droits. Et aujourd'hui, il y a des réfugiés mauritaniens qui ne bénéficient pas encore de pièces d'identité de réfugiés et qui sont rentrés depuis 2008.
Ces réfugiés déportés au Sénégal depuis 1989 n'attendent absolument rien de la visite officielle qu'effectue le président mauritanien, le général Mohamed Ould Abdelaziz, au Sénégal. Du recensement, dans le cadre du recensement, il y a une discrimination notoire envers les communautés noires, aussi bien négro-mauritaniens que haratines. Donc moi, ce président-là, j'aurais préféré, comme disent les gens, qu'il quitte, qu'il laisse la place parce qu'il ne sait pas exactement quelle est la situation en Mauritanie. La situation sociale en Mauritanie se regarde de tous les jours et vraiment je ne sais pas qu'est-ce qu'il vient foutre ici. Si c'est pour vendre son poisson, les Sénégalais n'en ont pas besoin. Si c'est pour dire aux gens que les Sénégalais vivent bien en Mauritanie, ce n'est pas vrai. Dans la mesure tous les jours, on voit des cas de discrimination, des cas de racisme, des cas de viol, des cas d'emprisonnement de Sénégalais et de personnes noires en Mauritanie. Donc réellement, nous n'attendons rien de lui. Depuis 24 ans, ces réfugiés continuent de vivre le calvaire de la déportation. Et seul un régime stable, selon eux, va leur permettre de jouir pleinement de leurs devoirs de citoyens. Toujours dans ce chapitre consacré à la Mauritanie, sachez que beaucoup d'étudiants mauritaniens s'inscrivent au Sénégal pour les besoins de leurs études supérieures. Certains d'entre eux n'ont pas la chance d'obtenir une bourse d'études. Pour d'autres, c'est dans des conditions difficiles qu'ils poursuivent leurs études. Aujourd'hui, ils espèrent tout de même intégrer le marché de l'emploi une fois rentrés au Bercail. Nafissatou Silla, Alioune Diagne. Ousmane, Amadou et Oumar sont mauritaniens. Ils vivent au Sénégal depuis l'obtention de leur diplôme de baccalauréat. Au Sénégal, on dénombre 3000 étudiants mauritaniens et leur condition d'études n'est pas des meilleures. Ils ont beaucoup de difficultés dans les études parce qu'au niveau des étudiants boursiers, ils ne dépassent pas 10%. Donc du coup, le reste, vous savez qu'ils sont sans bourse. Et vous savez comme moi que le logement ici au Sénégal coûte extrêmement cher. Les institutions privées coûtent cher et ainsi que l'inscription à l'ICAT qui envisage même d'augmenter les frais d'inscription est un casse-tête pour les étudiants mauritaniens. En 2006, la Mauritanie a ouvert une faculté de médecine à Nouakchott, mais pour ces étudiants expatriés, des efforts doivent être consentis par le gouvernement actuel. Il n'y en a pas parce qu'il y a une faculté de médecine. Peut-être probablement il y aura un département de pharmacie. Mais pour avoir une bonne formation, il faut vivre dans un pays socialement et politiquement très correct, paisible et apaisé. Ce que le président actuel ne propose pas aux Mauritaniens. La Mauritanie est un pays où le climat social n'est pas totalement apaisé. Pour ces étudiants qui ont presque fini leurs études, leur principal souci reste l'emploi avec les disparités qui existent dans ce pays. Il y a trop de rivalité, il y a trop de problèmes sociaux posés. On a beau demander que notre gouvernement n'a qu'à se faire effort pour changer. Il n'y a pas la démocratie chez nous. Ouais, c'est juste ça, si un parent qui est bien placé, il te met dans les conditions favorables, sans voir les dossiers ou quel que soit. Donc, la majorité de nos cadres sont à l'étranger. Je sais qu'une fois que notre gouvernement fait l'effort, comme Macky Sall est en train de faire, les faire revenir les cadres sénégalais qui sont à l'étranger pour venir travailler chez eux. Et je pense aussi si ils essaient d'adhérer à la politique de Macky Sall, je pense aussi qu'on aura l'espoir demain que ça va changer. J'ai espoir que le président Macky Sall, surtout pas le président parce qu'il est un peu figé, qu'il arrive quand même à le faire revenir à la raison. Qu'il rétablisse un peu plus le climat social, parce que la Mauritanie vit aujourd'hui dans une situation sociopolitique, une crise sociopolitique très profonde. Les étudiants mauritaniens du Sénégal espèrent néanmoins que la visite de leur président, Mohamed Ould Abdelaziz, sera profitable pour eux et pour leur pays. Je vous le disais en titre, Youssou Ndour, ancien ministre du Tourisme, a passé le témoin à Omar Gueye ce matin. Le ministre sortant, tout comme son successeur, ont salué les avancées notées dans le secteur durant ces 18 derniers mois. La passation de service s'est déroulée dans les locaux du ministère du Tourisme. Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Atanarba. Une poignée de main symbolique. Youssou Ndour, l'ancien ministre du Tourisme, passe le témoin à Omar Gueye. Occasion saisie par le ministre sortant pour remercier l'ensemble de ses collaborateurs qui l'ont accompagné dans toutes ses entreprises. Le ministre sortant a par ailleurs proposé un plan de relance qui vise à mieux accompagner le secteur du tourisme. C'est une proposition de contribution sur le tourisme
je crois que nous avons écouté tout le monde, nous avons travaillé avec tout le monde. Et les professionnels, je disais que nous attendons beaucoup de leur contribution par rapport au plan de relance. C'est un plan de relance qui tourne autour de 62 milliards sur les 5 ans à venir. Nous avons fait tout le travail, c'est là, tout est là. Le nouveau ministre, quant à lui, salue le bon fonctionnement de ce ministère durant ces 18 derniers mois. Monsieur le ministre, nous avons travaillé ensemble pendant 18 mois. J'ai pu apprécier comment et combien vous étiez engagé à faire en sorte que le tourisme puisse atteindre des niveaux extrêmement importants pour notre économie. Soyez-en remerciés. Je pense que Youssou Ndour est un monument au niveau du Sénégal. Cela va de soi. Pour Omar Gueye, il n'y aura pas de rupture. Le plus important, c'est de continuer dans une dynamique qui visera à promouvoir le tourisme sénégalais. L'unité de l'État, nous en avons parlé tout à l'heure, et également aller de l'avant. Donc, le tourisme doit jouer un rôle extrêmement important dans la contribution du PIB sénégalais, de notre pays. Donc, nous comptons beaucoup sur, vous l'avez dit, les personnes ressources que nous avons dans ce ministère. La passation de service au ministère du Tourisme a refusé du monde. Un cocktail a été organisé pour rendre hommage à Youssou Ndour et souhaiter la bienvenue au nouveau ministre. Toujours en politique, Rewmi quittera-t-il la mouvance présidentielle? Eh bien, il faudra attendre la réunion de la direction du parti prévue ce mercredi pour en savoir un peu plus. Mais en attendant, beaucoup d'observateurs du jeu politique estiment que la messe est déjà dite entre Idrissa Seck et Macky Sall. À leurs yeux, la rencontre de demain sera l'occasion pour Rewmi d'officialiser la fin de la collaboration avec la mouvance présidentielle. Ibrahim Djoumaba nous fait le point. La rencontre du parti Rewmi va être décisive. Elle va signer la fin ou non du compagnonnage entre la formation politique d'Idrissa Seck, l'APR, Yakar, l'AFP et le Parti socialiste, entre autres au sein de Benno Bokk Yakaar. Les rapports heurtés entre l'APR et le Rewmi en particulier sont un secret de polichinelle. Différentes péripéties ont entaché l'union scellée au lendemain de la présidentielle, notamment les sorties répétées d'Idrissa Seck contre le président Macky Sall et son gouvernement, et les échanges d'invectives entre les députés de Rewmi et de l'APR, étant tous membres de la même coalition. Les relations froides entre Oumar Gueye, Pape Diouf, tous membres du parti Rewmi soupçonnés d'être montés par l'APR contre leur leader Idrissa Seck, viennent mettre l'huile sur le feu dans le parti Rewmi. La goutte d'eau de trop dans le vase de Benno Bokk Yakaar est le dernier remaniement ministériel qui a eu lieu sans au préalable consulter le parti Rewmi. D'où la frustration des membres du parti d'Idrissa Seck, qui n'avaient pas fini de ruminer leur colère suite à la démission de Nafissatou Diop, la chargée des relations avec la presse, pour rejoindre l'APR Yakar. La réunion du parti Rewmi de ce mercredi va-t-elle sonner le début de l'éclatement de la coalition Benno Bokk Yakaar, une organisation minée par des alliances contre nature? Un fait inédit à présent dans cette édition, un accident spectaculaire s'est produit à Ouakam. C'était devant l'hôpital militaire de Ouakam aux environs de 4 heures du matin. Une voiture de type 4x4 s'est renversée. Le chauffeur qui roulait à vive allure a perdu le contrôle du volant de son véhicule. Il a été grièvement blessé. Dans le nord du pays, montée fulgurante du fleuve Sénégal, 8 mètres déjà à Matam. Les localités du Dandé-Mayo et les périmètres rizicoles sont plus que menacés. Les autorités locales interpellent le niveau central pour l'envoi de 10 000 sacs de terre. Cela pour tenter de maîtriser la situation. Ali Bandelnia. Le fleuve Sénégal, qui grossit depuis le début de l'hivernage, a fini de quitter son lit naturel. À l'heure actuelle, on a largement dépassé la cote d'alerte de 8 mètres. Cette tendance à la montée qui se poursuit atteint en ce moment 8 mètres 14 à la station de Matam. Une montée fulgurante du niveau d'eau du fleuve Sénégal qui suscite la peur et l'inquiétude chez les habitants des localités de la rive, mais surtout des riziculteurs. La tendance est toujours à la montée, donc on est à 8 mètres 14. C'est vrai que depuis... en tout cas au niveau de la ville, hier on a fait le tour, mais il n'y avait pas encore de problème particulier à signaler. Sinon, en tout cas, surtout c'est au niveau des périmètres rizicoles qu'il faut vraiment en tout cas prendre les devants.
On se rappelle que l'année dernière, on avait eu des difficultés au niveau de certains périmètres irrigués qui étaient complètement inondés et ça avait causé beaucoup de problèmes aux cultivateurs. Donc je pense que cette année, on a déjà attiré l'attention de ces gens-là pour anticiper déjà sur des problèmes à partir du moment où la tendance est toujours la montée. Bon, en fait, au niveau de Bakel, depuis hier, en tout cas, la tendance est à la baisse et ça s'est confirmé ce matin. Mais, vous vous rappelez, l'année dernière, on avait eu une baisse assez conséquente et subitement, on a eu une deuxième crue qui était aussi importante que la première. Donc je pense qu'on a intérêt à rester en tout cas attentif et en tout cas à prendre toutes les dispositions nécessaires. À l'heure actuelle, les eaux de la crue qui ont envahi le Dandemayo menacent sérieusement les périmètres rizicoles, ce qui rappelle le sinistre connu l'année dernière avec plus de 400 hectares inondés. Du côté de l'administration locale, on apprend que l'expression des besoins en sac à terre a été déjà soumise au niveau central. Pose de première pierre de la nouvelle case de santé du village de Dadiaf dans la région de Tambacounda. C'est l'œuvre de la société Soleil International dirigée par Mohamed Mangane. En plus de cette action, estimée à près de 10 millions de francs CFA, la structure a entièrement rénové l'ancienne case de santé en sus de l'équiper en matériel et médicaments. Et cela au bonheur des populations. Hadiatala Iboussissé. Dadiaf, une bourgade distante de Tambacounda de 45 km. Ses habitants ne vont plus faire tout ce trajet pour se soigner. En plus de rénover la case de santé et de la doter en équipement, la société Soleil International a procédé à la pose de la première pierre d'une nouvelle case de santé d'une valeur de près de 10 millions. Monsieur Abdou Mangane s'est installé dans la zone avec ses frères. Il a préféré aller voir quelles sont les doléances des populations, quelles sont les préoccupations des populations. Et il s'est dit que la santé, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Surtout quand on voit l'enclavement de Dadiaf, qui est donc dans le terroir où se trouve son exploitation agricole. Dadiaf est loin du poste de santé. La case de santé porte le nom d'un digne fils de la localité qui me compte mettre la main à la pâte pour sa réalisation. Si nous avons fait l'hôpital Dadiaf, nous avons communicateur traditionnel. Une case de santé qui porte mon nom, je ne peux que m'en réjouir. Je vais contribuer à hauteur de 10 000 briques pour l'édification de la case de santé. Les populations qui se sentent soulagées saluent l'action. C'est pour ça qu'il a dit que la première action qu'il va poser, c'est d'abord de rénover d'anciens locaux qui étaient désaffectés. Il les a entièrement rénovés, vous voyez, c'est là où nous sommes actuellement. Et dans son entendement, il a déjà procédé à l'équipement complet de cette case de santé en termes de lits, tables, mobilier et surtout en médicaments. Et la prochaine étape, c'est la pose de la première pierre. Nous sommes très contentes de Mohamed Bajan. Dans le village, on était vraiment fatigués. Dans le village, à cause des avortements des femmes et les maladies des enfants, le palu qui fait tomber les enfants. Et alors, nous n'avons même pas de moyens pour aller au village de très loin. On est content de ça parce que le village d'Dadiaf a été créé en 1982. Nos parents n'ont pas gagné ce chose-là. On nous a allégé notre souffrance aujourd'hui grâce à la case de santé, une action vraiment salutaire. La rénovation de la case de santé venue à point nommé, les autorités administratives et médicales exhortent les populations à se l'approprier. Si on installe une case de santé dans des villages où la structure sanitaire la plus proche est à une trentaine de kilomètres, ça vient quand même à son heure et c'est quand même salutaire pour la population. Si réellement les populations jouent pleinement leur rôle, je crois que cette structure de santé, comme l'a promis le promoteur, nous amènera, n'est-ce pas, un jour à l'inauguration, n'est-ce pas, d'un poste de santé. La cérémonie de pose de première pierre s'est achevée avec des consultations médicales gratuites et une visite d'un périmètre bananier au profit des populations. La prestation de groupes folkloriques et du Soleil Levant ont mis fin à l'événement.
Suite au lancement du mouvement APD Gëm Sa Bopp de Thierno Lo, Malick Mbaye, président du mouvement Conscience Citoyenne, a décidé d'ester en justice contre le Sieur Lo. Il réclame la paternité du mouvement initié par Thierno Lo. Il demande tout de même à l'ex-ministre libéral de se ressaisir pendant qu'il est temps. Malick Mbaye, que nous écoutons au micro d'Aminata Mbaye Fall et Ibou Diouf. Nous qui sommes de la classe dirigeante, que ce soit de la classe politique, le mouvement, en tout cas nous qui dirigeons, nous devons tous avoir le culte des lois. Quand on nous saisir la loi, en tout cas nous avons demandé à nos conseils juridiques, notamment Maître Hassim Touré, de s'en charger. Mais ce que nous espérons, c'est qu'il va se ressaisir. Mais la seule chose qui nous fait mal, c'est qu'on l'entend dire que Gëm Sa Bopp n'appartient à personne et que c'est du Wolof. Mais nous lui demandons de se ressaisir, mais nous n'avons aucune autre inquiétude que cette dénomination-là nous appartient. Nous l'avons défendue et nous l'avons enregistrée selon la loi. Cela veut dire que nous sommes assez sereins par rapport à la suite des choses. L'actualité sportive, Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Ibrahima Kane. Afrobasket 2013, les Lions rugissent de colère. Les Lions, effectivement, elles réclament de meilleures conditions de préparation de l'Afrobasket qui se tient à Maputo, au Mozambique, à partir du 20 septembre prochain. Ndeye Diola Ndiaye, l'une des porte-paroles des Lions, porte-parole du jour, demande plus de considération et le paiement des primes. On a voulu mettre les points sur les i, mais à chaque fois qu'on avait des objectifs, on n'arrivait pas à les atteindre dû à un certain manque de professionnalisme, on peut dire. Parce qu'on est en regroupement depuis plus de 2 mois et on a toujours des padiums non payés. Chacune d'entre nous est soutien de famille. On ne vient pas au Sénégal s'enrichir comme beaucoup le pensent parce que quand même on est tous des professionnels. On a signé des contrats avec beaucoup d'équipes. Et pourtant, on a à peine 2 mois, on a déjà perdu 2 mois de salaire, mois d'août et mois de septembre, en restant en équipe nationale. Et pourtant, la somme maigre a été perdue de 95 000 depuis qu'on est en regroupement fermé, presque 2 mois. Et on a nos problèmes de billets d'avion qui n'ont toujours pas été indemnisés. On a aussi nos assurances de voyage. On a aussi nos assurances de voyage qui n'ont toujours pas été, nos assurances sur nos personnes qui n'ont toujours pas été prises en compte. Raison pour laquelle on a voulu dénoncer tout ceci et on a demandé à ce que les journalistes au moins puissent nous écouter et véhiculer ce message qui nous tient vraiment à cœur. Il y a un minimum quand même quand tu convoques des joueurs professionnels pour venir représenter le maillot. On est tous là, que ce soit footeux, basket ou Anne, on est juste là pour représenter le Sénégal et essayer de faire monter notre drapeau sur le plus haute marche du podium. Un regroupement depuis 2 mois et demi, donc les Lions n'ont reçu que 85 000 francs CFA en guise d'avance sur les primes journalières, 5 000 francs par jour. Donc sur le terrain, cette fois-ci, l'équipe du Sénégal est dans la dernière ligne droite de la préparation. Et les Lions font les derniers réglages avant leur match amicaux contre l'équipe de Nice, l'équipe professionnelle. Le coach des Lions, Pape Moussa Touré, regrette que ses protégés n'obtiennent pas plus de matchs amicaux avant d'aller à l'Afrobasket. Il demande également le règlement des primes. Moussa Touré avec Cheikh Sadibou Diarra et Pape Fall. En train de faire les dernières retouches et pour pouvoir aller jouer contre Nice et pour vraiment faire la dernière évaluation. Ce sera un match de test d'évaluation, ce n'est pas juste pour la sélection. C'est vrai que ça nous permettra de voir les filles qui sont prêtes à compétir. Mais le plus important, ce n'est pas la sélection, c'est notre capacité de jeu, comment on peut défendre, comment on peut attaquer, comment on peut gérer les matchs, les situations faciles et les situations difficiles. J'aimerais avoir plus de matchs parce qu'on a joué beaucoup avec les garçons. Les garçons sont plus physiques, très physiques, plus aériens que nous, mais on a pu gérer quand même. Mais vous savez, c'est bien de jouer contre des filles plus organisées tactiquement pour pouvoir évaluer le travail qu'on a fait. C'est le travail qui est le plus important. Comment collectivement on est en train de gérer les matchs
la défense, l'attaque. Après le dernier match, on va vous donner la liste des filles qui vont partir à l'Afrobasket. L'ambiance, ça va, l'ambiance est là, ça va. Juste, j'ai pensé au problème de prime, peut-être qu'on en discute, qu'on règle ça une bonne fois pour toutes, pour que ça ne revienne pas. Pour que si les filles partent à la compétition, qu'elles pensent juste au match à jouer et gagner. On parle football cette fois-ci en Europe avec les 8e, 9e et 10e journées dans certains groupes de qualification au Mondial 2014. En ce moment même, la France est menée 1-0 devant la Biélorussie. L'Italie et la République tchèque également font match nul, des matchs en cours, mais c'est terminé entre Norvège et Suisse, 2-0 pour les Suisses, alors que la Russie a battu Israël par 3-1. Également terminé entre Kazakhstan et Suède, 1-0 pour les Suédois, un but éclair d'Ibrahimovic après 27 secondes de jeu. Pour terminer, l'Allemand Thomas Bach est le nouveau président du CIO, le Comité international olympique. Il est âgé de 59 ans et il est le 9e président de l'histoire du CIO. Thomas Bach, pour la petite histoire, succède au Belge Jacques Rogge, qui était en poste depuis 2001. C'était là l'essentiel pour les sports. Merci beaucoup, Pape Abdoulaye Der. Avant de recevoir l'invité de la rédaction, un rappel de l'actualité aujourd'hui, donc l'actualité nationale dominée par la visite du chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Je rappelle qu'il doit dîner tout à l'heure avec son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Demain, les deux chefs d'État iront visiter l'île de Gorée et de là-bas, ils feront une déclaration conjointe. Apparemment, l'invité est en place. Babali Sall, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président de Afro-Baromètre Sénégal. Pour commencer, camper le débat, la première question, que veut dire baromètre, Afro-Baromètre? Merci, monsieur Khan. Je suis le coordonnateur national d'Afro-Baromètre. Alors, Afro-Baromètre, vous avez posé la question de savoir d'abord ce que c'est un baromètre. C'est tout simplement un instrument de mesure ou bien une procédure de mesure. Alors, Afro, c'est une mesure en fait de l'opinion publique tout simplement en Afrique, dans les pays africains. C'est un réseau de 35 pays africains aujourd'hui qui a pour objectif de mesurer tous les 2 ans à peu près l'opinion des citoyens africains en matière de performance démocratique, de gouvernance économique, de citoyenneté. Bref, essayer tout simplement de recueillir la perception des citoyens africains dans les pays concernés afin d'aider à mieux promouvoir les pratiques démocratiques, pour mieux ancrer en fait la démocratie. Justement, vous avez réalisé une enquête 2013 et il ressort de ce document que l'économie sénégalaise est mal gérée. 8 sur 10 Sénégalais pensent que le chef de l'État mène une mauvaise politique. Maintenant, que peut-on reprocher aux tenants du pouvoir? Alors, effectivement, dans le cadre de notre 5e enquête qui s'est déroulée au mois de février, nous avons posé un certain nombre de questions aux citoyens sénégalais, sur un échantillon de 1200 personnes, je rappelle, sur tout le territoire. Nous avons posé un certain nombre de questions dans différents domaines, y compris celui de l'économie. Nous avons effectivement posé la question de savoir aux Sénégalais qu'est-ce qu'ils pensent de la façon dont ils sont gérés économiquement. Effectivement, la réponse n'est pas... des meilleurs. Disons, oui. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans la gestion, dans la manière de gérer les affaires du Sénégal? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, vous savez, dans le cadre d'une enquête, quand on pose une question, on la pose globalement sur un aspect de la question. Maintenant, pour savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas, il va falloir désagréger ce résultat-là pour affiner les raisons, en fait, de cette appréciation négative. Mais par gestion de l'économie, il faut à la fois savoir qu'il s'agit de l'approche macroéconomique, mais quelquefois aussi d'un certain nombre de secteurs. Par exemple, le secteur de l'emploi intéresse beaucoup les Sénégalais. La création d'industries aussi. Bref, ce sont une appréciation globale sur la façon dont marchent les affaires économiques.
Autre aspect aussi qui a été pris en compte, les politiques sociales, l'impunité, mais aussi la corruption. Sur ce plan, est-ce qu'on peut dire qu'on a vu est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des avancements ou bien c'est toujours le statu quo? Alors, justement, en ce qui concerne les audits, là, on peut dire qu'il y a une sorte d'emphase entre les citoyens sénégalais et le gouvernement. La plupart des interrogés pensent que le gouvernement a eu raison de s'occuper de ces audits. Effectivement, presque un Sénégalais sur deux apprécie bien les efforts qui sont déployés par le gouvernement pour juguler la corruption. Mais attention, dans ce domaine précis, je dois dire qu'il y a un bémol. Parce que tout simplement, les Sénégalais pensent que l'accès à l'information sur la manière dont ils sont gérés pose problème. Voilà. En fait, il n'y a pas un bon accès à l'information en ce qui concerne cette gestion économique. Merci beaucoup Babali Sall. À présent, nous sommes un peu rattrapés par le temps. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de Afrobaromètre Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir. Merci. Thank you.